C'est toujours le système D. Hein. Pour la petite anecdote, quand vous êtes des youtubeurs à moins de 500 abonnés ou 500 abonnés tout juste, on est toujours en système D. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de production, on n'a pas Webedia, on n'a pas des trucs comme ça qui sont derrière nous. Du coup, en fait, on place ces trucs un peu n'importe où pour essayer d'avoir une lumière correcte. Tandis que les autres, ils ont carrément des beaux trépieds, bien placés, un décor qui ne bougera jamais. Et voilà. Tandis que nous, on fait tomber des trucs entre les bouteilles d'alcool et les... parce qu'on est vraiment dans le désespoir, on a vraiment du mal à vivre. Bonjour à tous, c'est Lou et nous sommes aujourd'hui pour la vidéo des top 10 de la déception et des meilleurs films de la décennie. On va découper ça en deux vidéos, on va commencer par celle des pires déceptions et dans quelques jours vous aurez celle des meilleurs films qui nous ont le plus marqué en tout cas cette décennie. On va vous rassurer, il n'y a pas Interstellar. On a hésité vraiment, on a regardé, on a fait Interstellar quand même. Ouais, on a hésité. Terrible, hein. Soit ça on le mettait dans les meilleurs, soit on le mettait dans les pires, mais en tout cas il est dans aucun des deux. Parce que on l'a mis dans la catégorie mais. Je vous présente Louis qui fait sa première apparition sur cette chaîne Lou N parce que ceux qui connaissent depuis très longtemps des premières vidéos ensemble. Deuxième dangereux. Bon, on est dans les top 10 déceptions, je pense que vous avez compris avec cette lumière rouge qui fait penser à Gaspard Noé. Top 10 déceptions, tu commences? Je commence avec mon top 10 qui est Star Wars The Last Jedi. Alors pourquoi je mets Star Wars The Last Jedi? Parce qu'en fait, déjà, en 10, parce que je suis fan de Star Wars, j'ai grandi avec Star Wars, j'ai vu toujours Star Wars dans ma vie, quasiment, mais je me suis quand même vraiment fait chier, quoi. Et on arrive, on dirait qu'en fait, Rey va essayer de convaincre un vieux de lui enseigner comment être Jedi, et même pas, il va même pas l'enseigner en fin de compte, il va juste revenir pour faire... Si vous devez résumer le film, c'est ça, en fait, c'est pour la fin qui est quand même belle, le Luke contre Kylo Ren est très très beau. Le combat est très très beau, mais quand même, derrière, on a dû attendre quand même quasiment 1h30. Ouais, c'est un combat contre un fantôme aussi. Hein. Voilà. Comme je dis souvent, c'est pas un mauvais film, hein, parce que je le tacle souvent sur la chaîne. C'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui, entré dans la saga, est mauvais, mais qui serait totalement indépendant comme un spin-off, ça serait vraiment fou. Top 10, on va rester dans l'actualité. De mon côté, j'ai mis Sans un bruit, étant donné que je galérais à trouver un film qui m'a vraiment déçu. Alors. Mais Sans un bruit, ça m'a déçu dans le sens où là, il y a le 2 qui sort bientôt et qui me hype beaucoup plus que le premier. Parce que la bande-annonce nous vendait un film muet d'horreur où la peur se ferait par le silence et l'arrivée de bruit. Et je comprends pas pourquoi dans un film où on te vend ça, au bout de 10 minutes, dans un silence parfait, on te met de la musique d'ambiance. Non, normalement, il devrait rester. Normalement, ça devrait rester silencieux, sans musique, sans rien, et vraiment rester. Parce que la musique, en fait, retire le muet. Donc, vraiment, ça m'a déçu pour ça. Et l'utilisation beaucoup trop fréquemment de jumpscare par la musique et non pas par ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire c'est la musique qui va faire un gros son avec des percussions, etc. plutôt que un ennemi qui va arriver. Ça m'a déçu pour ça. Après voilà, ça mérite peut-être pas le top 10 des déceptions de la décennie, mais je voulais rester dans l'actualité pour cette 10ème place parce qu'après on va vraiment partir dans des délires... Dans des films vraiment très très vieux. Voilà, des délires un petit peu lointains et un peu populaires aussi. Numéro 9. Le numéro 9 pour ma part c'est After Earth. Alors le film que Will Smith a fait pour son fils, pour lui donner on va dire un début de carrière, un début de semblant de carrière, qui vient quelques temps après Karate Kid. Je te sens un peu... T'as bien aimé? J'aime bien After Earth. Alors pourquoi j'ai pas aimé After Earth? Parce qu'il faut quand même justifier un peu ce choix. L'idée en soi est bonne. Elle est bonne sauf qu'elle est mal réalisée en fait. Parce que il va le laisser dans un environnement et il le laisse quasiment toujours tout seul. Et pour moi, j'attendais pas ça en fait. Alors, et il était vachement court. After Earth, je suis pas objectif parce que c'est un de mes réalisateurs préférés qui réalise, c'est M. Night Shyamalan, donc Sixième Sens, Incassable, Glass, etc. Split. Mais After Earth, c'est pas mauvais, c'est juste maladroit. Je dirais. Le message du film, les propos sont bons, mais ouais, Will Smith qui a un peu trop mis sa patte. Qui a un peu trop mis le délire. Il a un peu trop mis la patte, mais en soi l'idée est bonne, revenir sur une terre qui a carrément évolué, l'idée est super bonne, sauf que voilà, Will Smith s'est trop imposé dedans, ça se sentait, ça se voyait. Même dans le scénario. Dans le scénario, parce que c'est un acteur qui est quand même qui a une certaine place dans le film, et il a quand même limite imposé son fils. Je me souviens un peu d'avoir lu les articles, il a limite imposé son fils pour le truc. Et du coup, tu te retrouves quand même un peu à... Will Smith, c'est quand même un très grand acteur d'Hollywood.
Ouais, c'est un gros nom. C'est un gros nom, quoi, ça passe pas à côté. Il aura quand même marqué carrément une décennie. Le réalisateur s'est retrouvé comme ça, c'est le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que lui il avait sans doute une meilleure idée de base, sauf que tu peux pas contrarier le fils de Will Smith quand même derrière. Ouais, c'est. Bah après, je comprends la logique de prendre son fils, étant donné comme ça paraît plus crédible. Ça paraît plus crédible, mais ouais, c'est vrai que prendre un enfant qui est dans l'acting n'est resté que dans des blockbusters et dans qui est des resté films de dans studio. vraiment deux gros films qu'on connaît, genre de lui c'est Karate Kid et ça. Ouais, après c'est vrai qu'on. Karate Kid était bien. Il a voulu propulser son fils à After Off, mais finalement ça n'a pas fonctionné. En fait. Voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant il fait quoi? Il a des dents en or et il fait du rap. Numéro 9, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus commun, Pirates des Caraïbes 5. Anecdote, j'ai été voir ce film solo avant de rejoindre un éventuel gala de danse de mon ex. Et ce film m'a mis tellement en rage que je l'ai fait pleurer d'énervement. Voilà, c'était Pirates des Caraïbes 5. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que c'est nul. Non, ils l'ont quand même bien... Non, c'est nul. Bien apporté, je trouve. Les mecs qui ont réalisé Pirates des Caraïbes 5, c'était des mecs qui avaient réalisé un film un peu pourri avant, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est ceux qui ont réalisé récemment Maléfique 2. Et dans Maléfique 2, pareil, les scènes d'action sont ultra cut, il n'y a plus cette aura. Et surtout que ça devient totalement incohérent avec la saga. Après, j'avoue, c'était un peu trop sentimental. C'était un peu trop daddy sentimental. Et même Jack Sparrow n'est plus le même, quoi. C'est là où avant c'était un alcoolique, connard, machin, mais qui arrivait à devenir héros quand il voulait et faire le bien avec les gens qu'il aime, malgré son aspect connard. Là, dans le 5, il est insupportable. C'est un alcoolique qui veut rien faire, qui veut. C'est un lâche. En fait, tous ces défauts qui de base étaient attachants dans les premiers, là deviennent vraiment quelque chose d'énervant. Et cette fin. En CGI dans la fin, en fait, faut vraiment pas qu'il fasse de suite. C'est-à-dire que la fin, ça va être n'importe quoi. Pour ceux qui ont vu la fin, vraiment, la scène de fin, c'est-à-dire que s'ils arrêtaient là, c'était ok, genre ça nous laissait sur un truc. Pour moi, ça me laissait sur un truc, ça, c'est pas trop mal, ça va, j'aime bien. C'est une conclusion passable. S'ils continuent, ça va être n'importe quoi et vraiment là, on aura une vraie plongée. Mais apparemment, ils veulent faire une suite sans Johnny Depp. Parce que Johnny Depp est maintenant un des acteurs qui est les moins bien d'Hollywood. Bah, il y a eu un peu une polémique sur son nom qui finalement s'est avérée fausse, etc. Donc... Numéro 8, pour ma part, c'est La Grande Muraille. Alors, avant qu'on fasse la vidéo, il m'a dit La Grande Muraille, je suis partie des gens qui l'ont bien aimé. J'ai regardé La Grande Muraille. Alors, déjà, il y a Pedro Pascal qui est un acteur que j'adore pour une raison, c'est Narcos. J'ai pas vu Narcos. Narcos qui est une de mes séries favorites, vraiment il joue super bien dedans. Et pour les nouveaux films qui commencent à faire, il est dans Triple Frontière que j'avais bien aimé. Triple Frontière que j'avais bien aimé aussi, alors que par contre il se fait descendre mais comme pas. Mais on a bien aimé. Et aussi il fait, si vous savez pas, Le Mandalorian. Oui, c'est vrai. Dans les Star Wars, là, dans les séries Disney+. J'ai pas fini moi donc. Et le film, pourquoi je le mets dedans? Parce que c'est en fait là on a l'emprise chinoise qui commence à arriver là sur le marché européen, sur le marché américain. Mulan en fera un très bon exemple. Mulan va en faire un très bon exemple. Sauf que Mulan n'est pas diffusé en Chine. Ça fait partie des films de Matt Damon qu'il a pas réussi. Il était pas, il a plus la carrure, il a pas la carrure pour faire ce genre de rôle. Un rôle du Moyen-Âge. C'est même pas lui que j'ai retenu, moi, c'est vraiment les scènes de bataille épiques avec les gros tambours, machin. Je me suis éclaté quand je l'avais vu au cinéma, donc j'en garde un très bon souvenir. C'est un esprit très chinois, c'est-à-dire que dans les films chinois, en général dans les films asiatiques de Moyen-Âge, on aura ce sera beaucoup de mise en scène. C'est une très très grosse mise en scène avec beaucoup d'acteurs. Comparé à l'occidental, nous on va copier-coller au post-montage derrière. Eux ils vont faire vraiment avoir beaucoup d'acteurs. On voit notamment ça avec les films indiens. Les figurants, beaucoup de figurants, etc. Beaucoup de mise en scène, beaucoup orchestré, beaucoup très rangé. Hyper forte. Ça j'avoue, c'est un côté quand même. C'est pour ça qu'il n'est pas le premier. Il y a quand même du côté bien derrière, mais quand même j'étais déçu parce que Matt Damon il est pas terrible dedans. Il fait du classique, ça va. Il est vraiment pas terrible. Ça va. Et puis, j'ai pas beaucoup aimé quelquefois les effets spéciaux qui étaient mal faits. Ça, par contre, oui. Les effets spéciaux, il y a certains effets spéciaux qui passent pas. J'ai eu beaucoup de mal, ça m'a piqué les yeux quand j'ai regardé. Et j'ai fait non, stop, arrêtez. De mon côté, c'était la 8ème, c'est ça? Ouais. 007 Spectre, pire James Bond ever. Voilà, c'était. Non mais je vais même pas dire pourquoi, c'est un des James Bond les plus décriés.
Le plan séquence au début est la seule chose à sauver de film. Non. Après, pourtant, il est important pour le prochain. Oui, ben c'est dommage. C'est dommage de faire une continuité en fait à James Bond. C'est ça que je comprends pas. Mais on a Daniel Craig qui est sans doute le plus grand James Bond de tous les temps. On peut pas dire Daniel Craig, j'avoue, Spectre, je le mettrai pas dans un top ni rien. Mais Spectre a quand même. Je me suis fait chier quand même une partie du film, je vais te le cacher. Surtout à la partie où ils sont en train de se faire poursuivre par Dave Bautista. Là, je me suis fait chier. Ah oui, ah oui. Je sais pas pourquoi. Mais pareil, Christophe Waltz en méchant, c'était une putain de bonne idée. Le personnage est gâché. Il fait toujours le bon méchant. Ah oui, non mais... Je l'aime bien en méchant, je l'adorais dans Inglourious Basterds. Ouais. En méchant, il était très bien aussi avec un accent toujours légèrement allemand qui est très bien. Cet esprit connard, il marche vraiment bien chez lui, mais dans ce film-là, je trouve que même si l'esprit connard marche, la profondeur du personnage n'est pas là quoi. Pourtant, j'ai trouvé l'intrigue très intéressante, c'est un peu son demi-frère et je trouvais ça intéressant. J'avais oublié cet aspect demi-frère, mais... C'est son demi-frère, il a tué son père, il a monté vraiment un truc, Spec qui est vraiment l'organisation qui est au-dessus de tout, et qu'on apprend ensuite, c'est la cause de Skyfall, des deux avant. Spectre, c'est une organisation hyper importante dans l'histoire du James Bond. On entend la première fois le mot Spectre dans celui avec Sean Connery, donc Dr. No, où on parle de l'organisation Spectre. Sauf que de base c'était juste une organisation secrète et que personne connaissait et que James Bond n'avait jamais rencontré vraiment. Et là ils ont décidé de lier tous les James Bond, Skyfall, Casino Royale et tout ça pour au final rendre beaucoup d'incohérences à la saga, ce qui moi m'a beaucoup déplu et en plus je trouve le film chiant quoi. Pour moi c'est peut-être pas le... En termes de James Bond, pour moi il y a Skyfall, Casino Royale, sur ceux de Daniel Craig, qui sont vraiment supérieurs, et sans doute le prochain va être aussi dans le top 3. Après t'as Quantum Solarium. Quantum of Solace, ouais, qui est un peu en dessous, et Spectre. Moi, Spectre quand même, je mettrais quand même au-dessus de Quantum. Ah non, Quantum of Solace, je trouve que le divertissement, par contre Quantum of Solace, je me fais pas chier devant. Spectre, oui. Mais les deux sont de la même qualité, c'est-à-dire nul, mais... J'ai quand même préféré Spectre à Quantum. Mais après, il est quand même important pour la suite quand vous irez voir la décale de James Bond à cause du coronavirus. Ouais. C'est vrai que purée, ça fait chier. On n'a plus aucune sortie intéressante au mois d'avril, mis à part dans le cinéma indépendant, mais c'est tout. Le cinéma là va être vachement. Ouais, ces prochains mois vont être vraiment. Va être très très dur quand même en cinéma. Mais c'est déception Spectre parce que quand tu passes après Skyfall, c'est bien compliqué quoi. Numéro 7. Alors, Max et Léon. Max et Léon, messieurs dames. Bon, en vrai, je peux comprendre, mais. Alors, j'ai décalé au dernier moment parce qu'il y a quand même un que j'étais plus déçu. Et Max et Léon, en fait, pour moi, c'est le syndrome des youtubeurs qui passent au cinéma. On a eu ça avec Norman, qui est très très mal passé. Et Max et Léon, pour moi, c'est un enchaînement de sketchs plus ou moins cohérent et plus ou moins drôle parce qu'il faut quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, le plus ou moins drôle, je suis d'accord. Parce que c'est quand même, on a quand même affaire au Palma Show. Les Palma Show sont connus pour leur humour qui est quand même super. Assez unique aussi. Assez unique, assez original, assez frais dans l'humour français. Mais dans Max et Léon, ils l'ont vraiment mal fait, je trouve, et que c'est pour ça que je l'aime pas en fait. Et après, il cassait pas trois pattes à un canard en fait. Mais après, c'était quand même, je pense, une des meilleures entrées dans le cinéma pour des youtubeurs. Si on compare au film de Normal, oui, ça sera toujours mieux. Oui, au film de Normal, Jimmy Labeu, tous ces mecs-là, même le Manoir, je trouve que Palma Show, ils s'en sortent vraiment bien et c'est l'un des seuls films avec des youtubeurs qui a vraiment très bien marché au quand même, le Palma Show, après, ont commencé à avoir une grosse carrière de cinéma, on le voit surtout dans Santa Claus. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec Alain Chabat. Santa Claus, oui. Santa Claus et aussi dans... Mais le film sur le Père Noël avec Alain Chabat, qui est pas mal. Oui, il était cool. Et aussi dans Au Poste. Au Poste, ah oui, on le retrouve. Du coup, en fait, le film, je pense que c'est surtout grâce au Palma Show en général qu'ils ont réussi à faire vraiment une place au cinéma. Et je pense que Max et Léon sont aussi pour une cause qui arrive à devenir une grosse. Ils ont quand même eu un putain de budget pour Max et Léon. Ils ont eu 11 millions ou 12 millions, ce qui est énorme pour le cinéma français. Donc ça veut dire que même les producteurs leur ont fait confiance, quoi. Mais pourtant, il n'y a pas cartonné. Si, il a cartonné, il a fait plus d'un million d'entrées. Hein. Il a cartonné Max et Léon. Je te jure, il a fait plus d'1 million d'entrées. Je mettrai les stats au montage, mais il a cartonné Max et Léon. Pourtant, j'ai pas du tout. Il s'est rentabilisé. C'est juste ça, il s'est maintenu à. Il a cartonné au cinéma et il a cartonné en vente DVD Blu-ray.
Donc franchement, c'est un bon succès. Quoi. Après, ce qui est bien, c'est que quand même, quand tu as une communauté forte qui adore tes vidéos, Mm. tu peux faire un film. Ils vont en faire de la pub eux-mêmes. Ils vont faire de la pub eux-mêmes et derrière, ils vont l'acheter pour dire c'est de Palmacho, quand j'irai les voir, ils vont me le dédicacer, des trucs comme ça. Mais c'est même, même leur coffret, hein, des soirées télévisées qu'ils avaient fait, les folles soirées du Palmacho, leur coffret, ils se sont vendus comme des petits pains. Hein. Après, ouais, c'est vrai que ça reste des bons humoristes. Septième, bah là, je le possède en Blu-ray, malgré la piètre qualité du film, c'est Love de Gaspard Noé. Donc vous savez mon amour pour Gaspard Noé, une vidéo risque de sortir dans très peu de temps où je vais parler et encenser ce mec. Malgré tous les films que je considère comme des panthéons de mon cinéma à moi et que je trouve fabuleux, Love est quand même très pourrave. C'est vraiment son film auto-branlette. Genre, je vais pas tergiverser plus que ça, puisque j'en parlerai assez, je pense, dans la vidéo, mais Love, c'était vraiment pas bien et j'en attendais beaucoup plus de la part de Gaspard Noé que de la simple pornographie autosuçage. La jaquette est quand même originale. La jaquette, par contre, je la trouve très belle. La jaquette est belle, mais après, j'ai pas vu le film. En fait, Gaspard Noé est un des réalisateurs que je ne prête pas attention, parce que Tu devrais. j'ai encore beaucoup de mal avec le cinéma français. J'étais traumatisé pendant un moment, la période où il faisait que des films. Mais ce n'est pas. Il y a la nationalité française, mais c'est du cinéma plus argentin que. Argentin. C'est un argentin, Gaspard Noé. Mais il y a la nationalité française, il fait des films en France, mais. Il est financé par la France. Il est financé par la France. Ouais, du coup, c'est voilà. un peu un film français. C'est un film français dans le texte, mais c'est un cinéma qui s'écarte beaucoup plus du simple cinéma français. Irréversible, c'est à chaque fois un mec qui fait scandale à Cannes, donc Oh là là, c'est des films très durs à regarder, mais je te le conseille, Numéro 6, il me semble qu'on a le même. Normalement, on a Terminator Genesis. voilà. Alors, Terminator Genesis. ça, c'est quand même lourd, parce qu'en fait, c'est déception dans le sens où Terminator 1, Terminator 2, c'est excellent. Et après c'est parti. Voilà, il y a plein de films qui sont comme ça. Le 1, 2, voire 3 quelquefois sont très bien. Ouais, le 3 était cool. Hein. Il était cool, mais était après, cool. tout d'un coup, ça... Terminator 4 proposait des choses intéressantes. Proposer des choses... Mais tu vois, c'est déjà quand même... Ouais, T'es quand même déjà sur la pente ascendante, en fait. Et après, t'as eu... Et là, t'as Terminator 5 qui arrive, t'as James Cameron qui arrive dans les interviews et qui fait c'est la meilleure suite qu'on pouvait faire à Terminator, etc. Qui ça vend, va être le film. Après, qui vend le film, mais comme pas possible. Et finalement, tu te retombes sur un film qui met plein de problèmes à la saga. Là où avant le 3 et le 4 ne l'avaient pas fait. Ils mettent plein de doutes partout. C'est ça. Où c'est réalisé par un mec qui a fait Game of Thrones, donc un réalisateur de série qui après a fait Thor 2, qui est un des pires films du MCU. Thor 2 est vraiment nul. C'est ça. Et ils ont donné Terminator 5 à lui. Et en plus, t'as le méchant, joué par un acteur en plus qui est très très bon, qui joue dans La Planète des Singes. Méchant dans la Planète des Singes 3 Non, dans le 2, il me semble. Dans le 2, où c'est le mec qui recueille dans La Planète des Singes des origines, mais je sais plus. Ah oui. Mais c'est je vois qui. Un bon acteur. Un bon acteur, mais qui joue le méchant dans. Qui joue John Connor, il me semble même dans Terminator 5. Et donc, dès le début, tu sais que c'est le méchant. Attends, je vais juste mettre mon 5 en premier, étant donné qu'on a déjà parlé. Mon 5, c'est Star Wars 8. J'en ai déjà parlé pendant Kiami. Mais voilà, Star Wars 8. Et j'aurais même pu mettre le 9. Enfin, pour moi, ça n'a aucun. Bah, la trilogie. Parce que même Star Wars 7, même si c'est le plus sympa des trois. Star Wars 7, ouais, il est largement le plus sympa des trois. C'est le moins cohérent en tout cas. c'est le moins qui pète la saga. Mais la trilogie en généralité, c'était vraiment en dessous. Je préfère limite me remater solo Star Wars Story. Numéro 5 à toi. Inferno. Est-ce qu'on a besoin de. Voilà, en fait, ça rentre dans la catégorie déception. Oui, il est parfait pour cette catégorie parce qu'en fait, Inferno, on a eu les deux films avant qui étaient Da Vinci Code et Angers Démon que j'avais adoré, qui était très très bien. Et après, on nous arrive sur Inferno. Qui a floppé, qui vont chier dans une colle monumentale pour le. Je sais pas comment. En plus, quand même, ils ont fait foirer Tom Hanks. Ah ouais, aussi, je trouve qu'il joue très mal dans ce. Il joue très mal. Le doublage n'était pas. Le doubleur n'était pas le même aussi. Je me souviens. Ouais, aussi, c'est un truc qui m'a marqué. Le doubleur n'était pas le même pour les deux précédents. Alors là, c'est aussi une grosse erreur. Parce qu'il fallait garder quand même, il faut toujours garder les mêmes doubleurs. Omar Sy à Hollywood aussi. Hein. Omar Sy à Hollywood, à part faire des second rôles, bon, il fait rien d'extraordinaire. Hein. Ouais, c'est comme dans tous les films qu'il a joué à Hollywood en fait. X-Men, Jurassic World, Inferno. En fait, il a été dans 3 grandes sagas.
Sauf X-Men où le film passe, il y a foiré le film en fait. Ils l'ont sorti, ils ont fait lui c'est un grand acteur d'Hollywood, ils vont bien s'exporter. Ils ont fait la même chose avec Jean Dujardin, la seule qui réussit c'est Marion Cotillard, et encore. Si, non, Marion Cotillard a bien réussi à Hollywood. Elle a bien réussi à Hollywood. Ouais, Jean Dujardin non. Mais Cotillard a bien fonctionné à Hollywood. Jean Dujardin elle a bien réussi dans un film, c'était Monument Men. C'est mais pour moi. C'est mais c'est... Est-ce qu'il y a un autre film mémorable de Jean Dujardin à Hollywood? Non. Du coup Inferno, grosse déception. Bah, c'est vrai que purée l'intrigue... Le film se repose que sur une course-poursuite en fait. Ouais voilà, et l'intrigue de Dante. Ouais, et même, c'est même pas si développé que ça. Je me souviens quand tu regardes Da Vinci Code ou Angers Démon, c'est vraiment un film mystère. C'est vraiment le coffret. Ouais, la trilogie de Jack London. Ils sont vraiment bien parce qu'on a vraiment l'aspect histoire. Et même, t'as le spectateur qui participe au mystère, c'est-à-dire qu'il va lui-même se faire ses propres idées et ses propres énigmes dans sa tête pour essayer d'y répondre en même temps que les personnages. Et là, c'était vraiment intéressant. Inferno, c'est juste un film de divertissement, d'action lambda en fait. Après, Inferno, je suis un peu plus développé parce que quand même c'est un univers, en fait, ça vient du monde des livres, en fait, vu que je suis très très grand lecteur et que je prends aussi sur ma chaîne des vidéos de lecture. La chaîne en description. Vraiment, en fait, ça fait partie des... Les gens disent que c'est de la lecture poubelle, mais en fait, je ne considère pas parce que il y a vraiment un vrai travail de recherche derrière. Le livre, il est pas... Inferno ? Ouais. Il est pas ouf aussi. Bon, c'est pas ouf quoi, c'est pas le meilleur. Les deux avant, ils sont Les deux meilleurs sont les meilleurs. Ok. Et largement, c'est dit... Donc en fait, ça respecte... C'est une ça... adaptation des livres. Alors, dans les livres, il y a un livre qui s'appelle Deception. Ah ouais, c'est vrai, ils ont zappé un... Ils en ont zappé un. Ouais, ouais, ils en ont zappé un. En fait, Deception, le titre, à lui tout seul veut tout dire. C'est-à-dire que là, vraiment, le film Deception, le livre Deception veut tout dire. Après, il y en a d'autres qui, je pense, mériteraient d'être développés au cinéma. Par exemple, il y a tous les Steve Berry. C'est à peu près la même catégorie, mais avec un agent de la CIA, un agent d'une unité spéciale, etc. Vraiment, c'est un univers qui est très très bien, je vous le conseille. Mais pour en revenir au film, vraiment grosse déception. Ils auraient pu mieux faire et dans les livres, il est quand même beaucoup mieux fait. C'est là où tu passes du film mystère, tu passes après au film d'action. Parce que le but de ce genre de livre, c'est quand même à chaque page, tu dois tourner en fait. Tu ne t'arrêtes pas. Tu commences ta lecture à 20h le soir, tu es jusque là-bas à minuit parce que le livre te prend tellement. Il te tient en haleine. Et les deux premiers ont réussi à bien nous tenir en haleine à chaque fois, nous dire je veux savoir la suite, vas-y, montre-la moi. Et là, Inferno, non, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, t'en as marre, tu veux juste arrêter le film et rentrer chez toi. Oui. C'est ça, tu veux arrêter, mettre un autre film. Numéro 4, alors moi c'est un sujet plus global, c'est les films d'horreur avec un concept fort mais qui ne respire aucunement d'âme malgré le concept. J'ai merdé. Je sors d'une soirée, on était tous les deux, j'étais un petit peu fatigué. American Nightmare par exemple, concept très intéressant d'une purge dans la rue où tout le monde peut se tuer, etc. pendant une nuit. Un des meilleurs concepts vraiment dans le cinéma. Un des meilleurs concepts dans le cinéma d'horreur, finalement ils auraient commencé à le respecter dans l'épisode 2. Le premier c'est juste à Home Invasion, tout ce qui est pour classique. montrer un peu comment, et voilà. C'est con, il y a Ethan Hawke, mais bon c'est tout quoi. C'est peut-être le seul truc qui semble. C'est pas ça, c'est qu'ils te vendent le film comme ça, avec ce concept là, tout le monde a envie de le voir parce que c'est... Parce que, waouh, nouveau concept, genre, je me souviens un peu quand ça arrivait, c'était waouh, nouveau concept, les gens se purgent, etc. Ouais, c'est ça. Idée, c'est le... Alors là, ça rentre aussi dans une catégorie de livres. Parce que dystopique, dystopique anticipation, c'est-à-dire que l'anticipation, c'est ça pourrait arriver, mais ça n'arrivera pas. On gagne une possibilité de suspense, et vraiment je me souviens quand c'est arrivé, c'était waouh, vraiment super film, 20 sur 20, etc. Et finalement en fait t'as rien eu dans la rue, t'as juste eu dans une maison et c'est très décevant. Et c'est là où le 2 et le 3 rattrapent quand même. C'est ça. Le 4 redescend un peu le truc, mais le 2 et le 3 sont vraiment cool je trouve. Sont sympas en tout cas, hein, c'est du bon. Par contre j'ai commencé la série il y a quelques années, j'ai commencé la série The Purge qui est sortie. C'est pas ouf. Par contre les 2 premiers épisodes sont énormes pour le concept. Donc si vous devez regarder la série, regardez juste les 2 premiers épisodes de la saison 1. Arrêtez-vous, c'est pas chiant. Et après arrêtez-vous, c'est nul. Mais les 2 premiers épisodes sont fabuleux pour le concept de la purge. Et comment ça arrive avec l'alarme, etc. C'est vraiment intéressant. Donc j'ai celui-là, j'ai Annabelle, parce que voilà, quand tu ressors de Conjuring 1, cette claque cinématographique, et qu'après on te sort un truc sur l'un des meilleurs méchants de Conjuring, Annabelle, et qu'on te fout une purge, c'est très décevant. Et j'ai également mis Paranormal Activity 4 parce que je suis un grand fan de Paranormal Activity 1, 2 et 3, malgré tout ce que peut penser les gens qui trouvent que c'est de la merde et que ça n'a aucune âme.
Je pense qu'un jour je parlerai de Paranormal Activity parce que Paranormal Activity, faudra vraiment, c'est un gros truc. c'est un gros truc et c'est un gros sujet. pour moi les 3 premiers sont vraiment excellents, surtout le 3 qui est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu et qui est facilement dans mon top 10. Paranormal Activity 4, quand tu ressors du 3, bah, ça te fout quand même une sacrée cale dans la gueule, tant c'est fait pour les gamines de 12 ans. Il y a plus de fond derrière en fait, c'est vraiment te faire peur avec des nouvelles technologies sans... Et le 5 est encore pire, donc Paranormal Activity, si vous avez jamais vu, bah, regardez le 1, le 2 et le 3 qui sont une parfaite continuité et qui sont vraiment très bien. Ceux qui n'ont pas aimé, essayez de réhabiliter peut-être parce que c'est vraiment bien quoi. Teasing, je ne sais pas si tu vois les vidéoclubs de Combini. Si. Tu as vu le producteur de Paranormal Activity? Jason Blum. Ouais. Tu sais qu'il va en avoir un nouveau qui va sortir. Oui. S'ils en sortent un nouveau à voir, mais sachez que si c'est pourri, je vais râler. Parce que j'adore ça et j'adore Paranormal Activity. Donc voilà, c'était un peu... Et après, vous pouvez en rajouter plein. Je pense qu'il y a plein de films d'horreur qui sont sortis cette décennie, qui avaient un putain de concept, mais finalement c'est nul. Si vous avez des idées, pareil, dites-moi, je vous dirai si j'ai aimé ou pas, parce que des fois ça arrive que j'aime des trucs que personne n'aime. En fait, je lui ai proposé parce qu'on a un aspect du cinéma très différent. Moi je suis plus film de genre indépendant et moins blockbuster souvent. Et moi j'aime bien le blockbuster, je suis beaucoup dans l'émotion, c'est-à-dire que si vraiment le film m'a pris au trip et si tout le film j'ai pas bougé, j'ai fait que regarder l'écran, c'est-à-dire que vraiment le film je l'ai kiffé. On a eu ce point de divergence pour un des derniers films qui est Les Traducteurs. Le traducteur que moi j'ai trouvé convenu mais pas ouf quoi, et que lui a vraiment été investi dedans, etc. C'est une façon d'apprécier le cinéma. Après chacun a sa façon de voir, des fois lui il va aimer des chefs-d'œuvre que moi par exemple j'arrive pas. T'adores Le 5ème élément, moi c'est un film qui est bien. Pourquoi t'as pris cet exemple là? Tu sais que ça me fait mal au cœur. Oui, c'est ton top 4 toi. Suicide Squad. Parce oui. Il y a besoin de tergiverser sur Oui. Suicide Squad. En fait, là on était dans la partie DC qui nous a vendu des gros trucs. La communication était très mauvaise parce qu'en plus il y a eu plein de problèmes sur le tournage, donc c'est un peu un film handicapé. Mais quand tu regardes la première bande-annonce qui était vraiment sombre, dark, dans la continuité de Batman vs Superman, et deuxième et troisième bande-annonce qui sont vraiment avec du Queen, explosion partout, des couleurs partout, tu vois qu'il y a une différence. Tout le monde s'attendait à voir la... Et après, j'étais déçu en fait. Ouais, c'est vraiment un film de super-héros lambda quoi. Si, il y a un truc que je dois retenir, c'est le mec qui manipule le feu. Parce que à la fin, quand il se transforme en géant, c'est le seul truc qui est cool, t'arrives, tu... C'est sympa, mais c'est pas cohérent. C'est sympa, mais c'est pas cohérent. Et à la fin, il fait « Je suis mort avec ma vraie famille ». Tu les as rencontrés un jour avant, frère. Tu peux pas dire ça. Je suis mort, voilà. Moi, le seul truc à garder de Suicide Squad, c'est vraiment... Et après, on en revient au même problème que After Earth. Will Smith. Ah ouais, bah oui. Non mais oui. Oui. Will Smith qui arrive, qui s'impose, qui fait « Moi, je veux un tel de temps de projection, je veux qu'on me voit un tel de temps ». Et par exemple, ça laisse... les autres... Par exemple, Margot Robbie est un peu effacée. Non. Elle est moins vue quand même. Harley Quinn, elle a quand même ses flashbacks sur elle, avec le Joker, le Batman. Franchement, contre, le Joker, il est vraiment... Jared Leto. Jared Leto l'a dit après en interview, après la sortie du film, ils ont coupé 40 minutes. Hein. Jared Leto, donc, tout son développement est mort en fait. Et puis... les tenir par les couilles comme ça tout le long du film, j'ai pas kiffé en fait. Non, je pense que Jared Leto aurait fait un très bon Joker si vraiment ils auraient peut-être montré les 40 minutes qu'ils ont effacées. Parce que finalement en fait tu t'étais pas attaché à ce Joker parce qu'il y a pas de fond derrière. Non, bah... Il veut juste je veux récupérer ma copine pendant 1h30 de film. Et après vous la reprenez, hein, vous refaisez un truc avec elle, etc. Voilà. Non mais c'est vraiment dommage parce que... Non, je l'ai vraiment pas kiffé, je me suis... En fait... Voilà, je disais que je fais partie des gens qui, quand ils vivent le cinéma, je kiffe. Et là, par exemple, je me suis fait chier, j'ai regardé mon téléphone. Alors, je me suis pas fait chier, mais je trouve que c'est quand même un divertissement sympa. T'es entre potes, tu bois une petite bière, tu mets Suicide Squad en fond, ça passe nickel. Mais ça déçoit parce que je pense que, comme ça a été dit en interview et redit, le film devait pas ressembler à ça normalement. Là, il a été surcut par les studios, etc. Et... T'as l'impression que certains héros, ils rêvent comme des fleurs, en fait. Et le film s'appelle Suicide Squad et finalement, tout ce que t'as dans le film, c'est Will Smith et Margot Robbie. C'est un peu le suicide de DC. C'est beau. Numéro 3, j'en ai déjà parlé dans un ancien flop, peut-être, si vous pouvez encore le retrouver dans la chaîne. Un de mes films préférés, c'est
Alors, je vais le montrer parce que j'ai vraiment envie de vous le conseiller. Un de mes films préférés, c'est Morse. Film de vampire suédois ou norvégien réalisé par Thomas. Pas finlandais. Non, il me semble que c'est suédois ou un truc du genre. Je pense pas que c'est marqué derrière. Mais c'est d'après le livre, laisse-moi montrer. C'est une romance de vampire entre deux enfants. Réalisé par Thomas Alfredson, qui avait c'est son premier film. Il y avait un début très prometteur. Et ensuite, il est parti réaliser aux États-Unis La Top. qui était un peu mais bah Morse, on était le voir au lycée et c'est comme ça que j'ai découvert le film. J'en garde pas un très très bon souvenir perso, mais j'avoue quand même les idées sont pas mal et pour un premier film suédois que j'ai vu, il était bien. Pour moi c'est le meilleur film de vampire qui a été fait depuis les années 2000, parce qu'avant il y a Dracula réalisé par le grand Apocalypse Now, Francis Ford Coppola. Mais La Morse, pour moi, c'est un des meilleurs films de vampire qui a été fait. Et après, il a fait La Top, qui était et il est sorti. Il a préparé un projet avec Michael Fassbender, etc., sur un tueur en série qui s'appelle Le Bonhomme de Neige, The Snowman. Et c'était ma plus grosse attente de l'année où il est sorti. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de la bande-annonce. La bande-annonce m'avait absolument conquis. Avec mon ex de l'époque qui m'avait acheté le bouquin pour que je lise avant la sortie du film parce qu'elle savait que c'était ma plus grosse attente. J'ai lu le bouquin et le bouquin est excellent aussi. Voilà, tu vois, quelquefois les adaptations c'est John Nesbø, c'était Le Bonhomme de Neige, mais par contre après il y a 7 films avant. Il y a 7 livres avant ce film là, sauf qu'ils ont commencé par ce film là au cinéma. Oui. Et Le Bonhomme de Neige, c'était une merde infâme. C'est pas la faute du réalisateur, je pense que c'est encore la faute des producteurs qui ont surcoté le film. Parce qu'il y a des trucs, des fois, t'as un casting de malade, et des fois, t'as un acteur qui va arriver, dès la première réplique qui sort, tu te dis, ouais, ok, lui il est important, et après tu le vois plus. Et après tu le vois plus, mais tu sais qu'il est important dans l'histoire, et c'est ça qui est débile. Ah, du coup, ouais, ils vont en parler, il va y avoir un véritable truc. Mais... Toutes les scènes que t'as dans la bande-annonce, la majorité des scènes que t'as dans la bande-annonce ne sont pas dans le film. Ah, c'est quand même de ça. Le film a duré 1h30, il me semble, ou 1h40. Je pense que de base, il devait durer quand même 2h45. Et qu'ils ont coupé toutes les phases les plus utiles du scénario. Pour qu'au final, tu te retrouves devant un film surcuté où tu comprends rien à l'intrigue et où le tueur en série, c'est le gars dans le fond. Tu vois, il y a un dialogue, il y a un gars dans le fond qui regarde, tu te demandes à chaque fois c'est qui, et en fait finalement c'est lui le tueur. Ah d'accord, du coup il y a... C'est le gars dans le fond dans l'esprit criminel par exemple. Alors en fait, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait... Non. Moi la bande-annonce ça m'avait conquis parce que j'adore tout ce qui est tueur en série et finalement le Bonhomme de Neige ça a été une de mes pires déceptions je pense de ma vie. Numéro 2. Numéro 2. Non c'est numéro 3 toi. Numéro 3. Alors, deuxième film de Matt Damon. Est-ce que tu sens le venir? Qu'est-ce que c'est? Downsizing. Ah, Downsizing. Oh, ça c'était... Pareil, concept hyper intéressant. Hyper intéressant, rétrécir les gens, etc. Nouvelle vie, nouveaux trucs, révolution un peu écologique, etc. Évolution sociale. Voilà. Qui finit dans un bateau en Thaïlande. Avec... Non, mais pas un bateau à la montagne. On s'est enterré parce qu'on avait dit il y a une suspicion de fin du monde. Avec une romance avec une Thaïlandaise. Une romance avec une Thaïlandaise parce que ma femme a eu les flippettes à la fin et la Thaïlandaise vit dans une canette géante. Downsizing, c'était ça, c'était décevant. Mais ça montre, c'est pareil, c'est une évolution sociale, c'est-à-dire que ta ménagère, elle est de l'autre côté d'un dôme où ils vivent dans un truc de merde, et voilà. Pourtant, toi, tu vas essayer de la sortir, tu vas lui amener des plats, tu vas des gens qui sont là-bas, mais derrière, on s'est fait chier. Le rétrécissement était énorme. Là, les débuts du film étaient bien, on t'apporte des trucs. Les 20 premières minutes sont cool. Les 20 premières minutes sont très très cool. Et après, bah voilà. Ça part d'un postulat à Black Mirror, et ça finit sur une rencontre à Brokeback Mountain, mais avec une japonaise. Voilà, moi j'avais été le voir avec ma famille. Ma famille, vraiment pour aller voir certains films d'auteurs, etc., mais, on a beaucoup de mal chez nous. Et celui-là, on s'était dit, putain, c'est Matt Damon, ça va être trop bien. Matt Damon qui est quand même un des acteurs qui vont le mieux les films. C'est mauvais dans l'élaboration de son concept. Parce que après, ça peut passer, mais... Le concept est original. Oui. Voilà. C'est pour ça, les films mauvais ont toujours un peu près un concept original ou une idée originale qui change un peu. Et voilà, le problème c'est
vu que c'est quelque chose d'un peu nouveau quelquefois, on sait pas comment l'amener et ça va donner des fautes. Ah, ils se sont plantés hein, Ils sur se le sont plantés, scénario. ouais, En tout cas. ça s'est bien planté en tout cas. Et voilà. Il me semble pas que ça s'est bien vendu aussi en box-office. Donc. Numéro 2. Une de mes pires déceptions. Je suis un grand fan depuis que je suis tout petit, parce que mon père m'a fait découvrir à 6 ans une saga de films qui s'appelle Die Hard. J'en suis tellement fan que Yippee est tatoué sur mon corps, et ils ont sorti Die Hard 5. J'ai été le voir, j'avais 12-13 ans, au cinéma avec mon père. J'étais fou comme jamais. Moi aussi. La bande-annonce était phénoménale. Je me suis dit, C'était un Die Hard. c'était une bande-annonce de Die Hard, et c'était trop bien. Après, Et finalement, quand on te fout un film avec une petite course-poursuite qui dure 30 minutes et où la fin se passe à Tchernobyl de façon totalement dégueulasse sur des fonds verts, avec un Bruce Willis, Je m'en souvenais pas, ça, c'est vrai que. avec un Bruce Willis qui n'en a rien à foutre d'être là, et des scènes d'action pétées du cul. Papa fils, hein, c'est ça. C'est ça, papa-fils. D'ailleurs, 4 c'était vraiment bien. Derrière, t'es vraiment bien, ouais. C'est Vraiment, sur cet la aspect. On contrôle la ville, on fait tout n'importe quoi. Bah ouais, l'aspect de nouvelle technologie marchait Ouais, tellement bien. C'était tellement bien. Et là, c'est vrai que quand même, ils ont pas mal floppé le truc. Et derrière le 5, c'était. Déjà, il durait, il me semble, 1h29. Alors, ça rentre dans la catégorie des films. Il y a une époque, 2010, tu vois, 2010 à peu près jusqu'à 2014-2015, où on faisait des films assez courts, 1h20, Ouais. 1h30, et c'était tous des navets quasiment. Bah oui, non, mais et surtout, c'était des retours de saga. On essayait de refaire des remakes, des. Ouais, Voilà. ou des suites ou machin. Il y a eu des bons remakes, hein. Il y a eu des Robocop, etc. qui étaient vraiment cool. Mais là, on est revenu dans cette, justement, dans cette période remake, on reprend des suites. Ouais, on recommence, même le Disney, on commençait pas à passer Ouais, en action. Live action, tout leur classique film. d'animation. Surtout Il y les. en a un seul que j'ai kiffé. Aladdin. Action. Non, mais tu sais lequel je parle? Aladdin. Non, pas Aladdin. Ah, non, mais- Aladdin, merde. c'était une. Tu vois, c'est Guy Ritchie, tu vois, c'est. Oui, Ils sont bien, et t'écoutes Aladdin, je sais pas pourquoi, genre ça pop comme ça. j'ai bien aimé Aladdin. Non, moi le seul film live action de Fais Disney. attention, parce qu'après, je les aime pas. T'es sûr? C'est quel? T'as pleuré devant. J'ai pleuré devant. Il est dans la vidéo d'après, tu verras. J'ai pas pris avec moi. Je peux te le montrer ou pas? Vas-y. Oui, d'accord. C'est une histoire originale, mais en live Oui. action, il est vraiment super. Oui, ok, oui, non mais c'est d'accord. Bon, Die Hard 5 c'est le plus pourri, le meilleur Die Hard c'est le 3 et on passe maintenant à ta deuxième position. Ma deuxième position, qui est Assassin's Creed. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? C'est une déception parce que c'est vrai que... Assassin's Creed a été une grosse déception parce qu'en fait, en tant que gamer, Assassin's Creed j'ai joué. J'ai joué au 1, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai à peu près tout joué. Et Assassin's Creed, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. La bande-annonce nous montre un truc bien. Là, c'était vraiment cool aussi. L'acteur qu'ils ont mis pour jouer Michael Fassbender est très bien aussi. il est très bien aussi. Même Marion si le Cotillard. Oh non. Non, non, mais c'est parce que tu disais... Ouais, Marion Cotillard, ouais, USA, ouais, c'est vrai. USA, Hollywood. Mais je regarde pas un très très bon souvenir parce que déjà je trouve que l'acteur quand même fait un peu vieillot quand même parce que dans les jeux quand même ils prennent quelqu'un de beaucoup plus jeune C'est vrai. et déjà ça me pose un peu problème, du coup je me suis dit bon il va juste sauter de truc en truc. Bah. Et après ils ont pris beaucoup de liberté sur le truc en fait et c'est ça le problème. C'est le scénario qui pêche parce qu'après l'esthétique elle tue. Hein. L'esthétique elle est pas mal. En termes de visuel ça déchire pas mal. Mais ils ont pris trop de liberté à mon sens et par exemple tout le truc on sent putain de doigt. Dans les ça te gêne pas pour la dague normalement ce doigt là. La dague tu l'as fait comme ça dans les jeux. Tu as encore ton doigt. J'y ai joué mais il y a très longtemps. Et je suis en train de les refaire en ce moment. Et là t'as les dagues qui sont comme ça et du coup ils sont putain de doigts, je sais pas pourquoi et ça m'avait dérangé dès le début. Et après c'était pas terrible et on nous avait teasé un peu des suites. À la fin ils avaient dit oh il y aura peut-être des suites. Mais c'est comme Warcraft, on n'entend plus parler de la suite alors qu'ils avaient appelé Warcraft 1 le commencement. Warcraft qui j'ai bien aimé. C'était cool. Mais Assassin's Creed grosse déception, Oui non. les visuels sont beaux et après ils ont J'ai bien aimé le visuel de l'Animus par contre. Ça par Ouais contre. voilà, mais l'Animus par exemple, si vous voulez vraiment garder un aspect comme dans les jeux vidéo, vraiment bien faire le truc, l'Animus n'était pas comme ça. Non mais je sais mais L'Animus il est incroyablement grand. Dans les jeux, c'est une putain de table. Oui mais c'est pour l'aspect grandiloquent du truc. Ouais, voilà, mais L'aspect après... manche où il peut courir dans le vide etc. Je trouve que ça fait beaucoup plus jeu vidéo que par exemple la putain de table.
Ça Et- fait, ça fait un peu Oculus Rift, qu'est-ce que Derrière, tu vois, le problème c'est que je trouvais qu'on était beaucoup trop dans le monde réel que dans le monde des Oui, assassins. alors ça, oui, par contre, Et c'est le gros Assassin's défaut. Creed, vous voulez quoi? C'est le monde des assassins. Si vous voulez aller au Moyen-Orient, au Moyen-Âge du Moyen-Orient, vraiment et tout casser des gueules. Et c'est Genre, souvent vous voulez quand tu les meurs que buter tu et Templiers. reviens dans justement Ouais, le voilà, monde et réel. c'est quand tu mourais que tu revenais un peu dans la salle d'attente de Mm. bus. Numéro 1, tu le Numéro- fais ou je le fais en premier? Est-ce qu'il n'y aurait pas des mentions honorables? Ah si, il y a une mention déshonorable. On a 7 chacun, on dit juste les titres. On y va? Je commence à l'affilée. Vas-y. Alors, Power Rangers, Men in Black 3, Divergent 3, Ben Hur, Charlie Mordecai, Expandable 3 et Fiston. Alors, tous les autres, je peux comprendre, mais Fiston. Fiston. T'as une attente particulière sur Fiston? Ouais, je me suis dit, putain, ça peut être original. J'ai vu un moment, j'ai fait. Alors, c'était la période où je kiffais pas le cinéma français, et vraiment, le seul film qui m'a fait un peu tiquer, c'était Fiston. Je sais pas pourquoi. Et j'ai été le voir, j'ai pas été le voir, j'ai attendu qu'il sorte quand même sur Canal parce que je suis pas taré. J'ai attendu qu'il sorte sur Canal et j'ai fait. Ça va être pas mal. J'ai regardé et j'ai fait, oh, je suis déçu. Moi, j'ai le bon gros géant, Suicide Squad, Kingsman 2, qui est juste ici. Kingsman 2. Que j'ai parce que j'ai acheté la saga. The Raid 2, ceux qui ont aimé The Raid 1, il y en a beaucoup qui trouvent que RED ou RAID? RID. Ok. Les films de On parle pas de retraités avec Gareth Evans. The Raid 2 qui est nommé comme un des meilleurs films d'action par tout le monde et que je trouve nul à chier tant le scénario pue la merde alors que le premier était une sorte de remake de Die Hard à la mode Bruce Lee, c'était magnifique. Mad Max Fury Road, Only God Forgives, et après le numéro 1 de mon flop de cette année, Paris est à nous, que j'ai attendu pendant 3 ans pour au final avoir un vlog. Voilà, c'était mes mentions déshonorables. Numéro 1, Numéro 1, Les 4 Fantastiques. Le remake. Alors, le film que tout le monde a oublié. non, moi non, j'aime bien 4 Fantastiques. Le remake, vraiment. Oui, J'ai trouvé nul parce que j'ai trouvé que t'es dans tous les sens un peu. mais c'est un... Non, Ouais. vraiment, il était pas bien. Genre, quand t'as regardé ceux d'avant, Non, c'était bah. vraiment cool. Les acteurs. Ceux d'avant, les deux premiers étaient Tu vas me vraiment tuer. cool. Les deux premiers, j'avais bien aimé. Et celui-là, Alors, j'avais pas du tout kiffé. je trouve que les deux premiers sont des merdes divertissantes. Sincèrement, je trouve que c'est un film handicapé parce que quand tu sais tout ce qui s'est passé sur le tournage, Non, tu- putain, tu- le tu- tournage était merdique. tu Ouais. sais que Je me souviens d'avoir lu des trucs, Ouais. etc. c'est le tournage, c'était un truc horrible. Et quand tu vois le résultat final, t'as les deux premiers actes qui sont vraiment cool, où ils apprennent à découvrir leur pouvoir, qu'ils ont peur, etc., de leur pouvoir, etc. Je trouve que c'est magnifique. Ouais. Le seul défaut du film, clairement, c'est le climax qui est surcuté et qui est bâclé à mort, avec Dr. Fatalis qui est sans fond et sans intérêt. Mais je trouve que le film, malgré son handicap, arrive à proposer quelque chose d'intéressant. Donc j'aime beaucoup les 4 Fantastiques. Après- C'est même pas un plaisir coupable, je trouve que Après, le film est handicapé, quoi. Donc. Ils étaient quand même, ça aurait pu être bien, sauf peut-être l'acteur qui fait Lex Stickman. Ah, Il c'est fait Whiplash. Il Oui. fait dans Whiplash. Alors, dans Whiplash, il est extra. Oui, Il est très c'est un bien. de ses meilleurs rôles d'ailleurs. Mais après, ce que j'ai peur, c'est qu'à chaque fois, il fait. Mais il n'y a pas beaucoup de charisme, je trouve. Donc, Il n'y a pas beaucoup de charisme, et à chaque fois, les films qu'il fait, bah. Divergent 3. Là, je suis d'accord. Par contre, le mec qui jouait l'homme élastique dans les 4 Fantastiques, les premiers, avait beaucoup plus de charisme. Et... Voilà, en fait, le problème, c'est l'acteur, à chaque fois, bah, ses films sont pas vraiment super. Et j'ai peur que Top Gun 2, il le plombe aussi un peu. Pour y dedans. Il est dedans, ouais. Et il a une moustache. Ah. J'en dis pas plus, mais il a une moustache. Mais du coup, voilà, pour moi, la grosse déception, c'était. Par contre, voilà, le casting de la Torche Humaine, de la Femme Invisible, etc. Ah, les acteurs, rien à dire. C'est l'acteur nouvelle génération là, Ouais. qui arrive, c'est la nouvelle génération qui va arriver, qui va te. Bah, Creed 2, justement. Bah, il y a dedans. Michael B. Jordan, il y Et, a Kate Mara, il y a... Alors, Michael B. Jordan qui a explosé. Vraiment. Ah oui, lui. C'est vraiment meilleure carrière. Et voilà, en fait, celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Genre, vraiment, les effets spéciaux, quelquefois, étaient vraiment pas super. Ah, tu rentres un peu dans la masse, hein. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi, je Ouais. pense que je fais partie des gens qui défendent ce film. Mais pour moi, c'était vraiment une grosse déception. En plus, j'en attendais beaucoup parce que 4 Fantastiques, quand même, c'est un film qui avait marqué mon enfance. Du coup, je me dis,
Au début, j'étais partant, tu vois. J'avais vu les critiques, j'ai fait personne n'aime, et moi, j'ai quand même le regardé. J'ai regardé tout seul quand même. J'ai pas été voir au cinéma. J'étais pas taré à ce point-là. J'ai été le voir au cinéma. Moi. Et je me suis dit, quand même, je vais le regarder, je vais lui donner sa chance. En fin de compte, j'étais déçu. Et pourtant, j'étais prêt à le défendre au début, et je me suis dit, en fait, la bande c'est pas mal, il y a un bon truc. Et non. Et moi, première déception, alors, ça aurait été le pire film de la décennie, vous savez très bien c'était quel film. Je vais même pas en parler, ça sera affiché quelque part avec un fuck sur le visage de l'acteur principal. Et, mais la pire déception, ça fait partie pour moi d'une de mes sagas d'horreur qui commençait bien et qui finalement s'est vraiment torché la gueule. J'ai prévu d'en parler depuis déjà 2 ans sur YouTube, sauf que je n'ai jamais la foi, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je pète un câble. Rec 3. Alors je l'ai parce que j'ai le coffret de la saga Rec, donc du 1 au 4 quoi. Donc, du coup je l'ai gardé. Ah, et j'aurais un chat, je le ferais pisser dessus, je le mettrais dans sa litière. Mais comment... Rec c'est une saga de found footage. C'est une journaliste, etc. C'est quoi le premier film qui avait fait ça? Il y avait un premier film qui a très Blair Witch. Ah, Blair Witch, voilà. Blair Witch, ça reprend la mode de Blair Witch, Paranormal Activity, c'est sorti dans la même... Projet Almanac aussi. C'est un film que je défendrai bec et toute ma vie. Et qui a toujours un peu en vue comme ça. Projet Almanac, oui. Et c'est vrai. Mais c'était dans la mode. C'est un style particulier. Ouais, c'était dans la mode, c'était dans la base. C'était une époque où on faisait beaucoup de films comme ça. C'est ça, il y a eu le remake. Comme Blair Witch a coûté quelques milliers de dollars, qui n'a rien fait, mais qui a rapporté plus de 2-3 millions. Parce que Blair Witch. Parce que Blair Witch a fonctionné de ouf, les gens ils se sont dit ça va bien marcher. Et on a eu une bonne phase avec Paranormal Activity, avec Rec. Donc Rec 1, que je considère un des meilleurs films d'horreur aussi. Rec 2, qui est vraiment une très bonne suite. Et là, on a eu Rec 3. Où on a le found footage, donc qui est normalement l'emblème de la saga. On a le found footage qui est là pendant les 15 premières minutes, où c'est Jean Petit Kevin qui filme le mariage de ses parents ou de sa sœur ou je sais plus quoi, ouais. Avec des commentaires. Hey, tu manges ton gâteau? Oui. Et où t'as tonton bourré. Ah, ça fait un peu. Avant, maman, elle aimait pas avoir du lit, mais depuis qu'elle a rencontré Jean-Marie. Bah bref, et on a le tonton bourré qui monopolise pendant ces 15 minutes, 10 minutes du temps pour faire des blagues salaces. Ah, nice, c'est et d'un seul coup, tonton bourré. Là où c'est une saga de films d'horreur de zombies, d'un seul coup, on a des zombies qui arrivent. Le petit Kevin fait tomber sa caméra par terre. Et le film n'est plus en found footage, il est un film lambda. Ah, c'est déception. Rien qu'à expliquer. C'est vraiment... Alors que t'as une agence de montage vidéo et de réalisateurs qui sont dans le mariage et donc du coup qu'ils ont des caméras à la main, ouais. Qu'on ne voit plus mais qui sont pas morts. Hein. Alors qu'on a une salle des fêtes remplie de caméras surveillance, donc c'est à dire que si tu filmais et tu filmais le film, c'était encore du found footage. Mais là non. Et ça part dans un délire parodique. Où les mariés vont prendre des armures et commencer. Ça part en délire Scary Movie Shaun of the Dead, entre les deux, qui n'a rien à foutre là. Et donc, du coup, la peur est enlevée et la saga est totalement ruinée par ce film de merde infâme. Est-ce qu'ils vont en faire une suite? Ils ont fait une suite qui n'a pas du tout marché parce que le 3 a tout pété. Donc, ils ont fait la suite dans un bateau. Oh mon dieu, mais faut arrêter là. Non. Le concept était intéressant de base, règle dans un bateau avec des zombies dans un bateau, donc ça veut dire aucun échappatoire à part l'eau en fait. Et dedans il y a aucun. Donc du coup c'est cool, mais le film était mais. C'était pas une merde, mais le film était mais. Mais Rec 3, c'est je pense, il est dans mes pires films que j'ai vu de ma vie, dans le top 3 facilement avec l'autre truc de merde. C'était la fin de notre top 10 des déceptions de la décennie. On a pris un peu de temps pour la faire, en tout cas j'ai pris un peu de temps pour la faire parce que je trouve que si tu veux rentrer des films de 2019 et tout ça, il faut un minimum de développer parce que tu vois on a eu des intérêts divergents. C'est ça. Faut développer pourquoi on n'a pas aimé les Il faut développer, il faut prendre un peu de recul par rapport aux films qui sont sortis plus récemment quoi. Donc on a préféré attendre, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous regarder, peut-être la semaine prochaine, je pense que les 2 vidéos vont sortir à une semaine d'intervalle pour que vous ayez le temps de regarder peut-être en plusieurs parties. La top 10 de nos meilleurs films de l'année 2010. De la décennie 2010-2019. C'est ça. Pour éviter d'encenser tous les films, je pense qu'on va essayer de faire moins court. Parce qu'il y aura moins d'explications. Il y a moins d'explications parce que c'est des tops. Et vraiment, on ne t'explique pas en fait. C'est vraiment des meilleurs films.
Donc je pense que ça ira plus vite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, la top 10, etc. La chaîne de Monsieur Louis est en description si vous êtes intéressé pour voir ce qu'il fait sur YouTube. A très bientôt. Ciao tout le monde. Peace.